bonsoir à vous, chers festivaliers en ligne. Encore une fois, vous avez frotté la lampe de vos vidéoprojecteurs pour nous faire apparaître sur le mur de votre salon. Et on est très heureux d'être là parmi vous. Votre salon est très joli, notamment la petite plante là-bas dans le fond. J'adore. C'est super, on est très heureux d'être là et que ça fonctionne malgré les conditions qui sont difficiles. Là, on est samedi soir et on sort d'une semaine assez chargée parce qu'on a quand même fait des projections finalement en présentiel là où c'était possible. Donc je voulais faire un petit hommage à l'association Lieux Fictifs et notamment Pierre Poncelet qui était notre partenaire cette année, qui nous a permis de faire des projections de tous les films de notre sélection et un film de l'invité d'honneur au Baumettes, dans la SAS des Baumettes. Donc c'était vraiment des moments très très forts qu'on a partagés ensemble, toute l'équipe et les réalisateurs aussi qui sont venus de loin parfois pour le festival. Donc voilà, c'est terminé hier soir et c'était très, très fort. Je crois qu'on a tous apprécié ces moments au Baumettes et également dans les séances scolaires qui ont été notamment menées par Lola du festival en partenariat avec Charlotte de Wert et d'Aflamme. Donc il y a eu plusieurs séances en milieu scolaire avec les cinéastes invités et il y en aura la semaine prochaine pour respecter le Covid compatible puisque les classes sont divisées en deux pour les séances en établissement scolaire. Donc voilà, donc là on est sur les 2 derniers jours du festival finalement puisque ça se termine demain soir. Et vous avez été nombreux à nous suivre, on a eu vos photos, on a eu vos retours, on a eu vos questions par le chat. J'espère que là aussi ça fonctionne encore, apparemment c'est le cas. Voilà, donc on est très heureux malgré tout, malgré ces difficultés d'avoir pu maintenir un événement qui soit un peu digne de ce nom. Et ce soir, sans plus attendre, on reçoit Afsaneh Salari. Bonsoir Afsaneh, tu peux prendre le Bonsoir micro. Vincent, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Donc Afsaneh, tu viens nous présenter ton film qui s'appelle The Silhouettes. Oui. Donc tu es une cinéaste iranienne, Mm-hmm. tu vis à Paris, Oui. entre Paris et Téhéran. Oui. Voilà. Donc ce film, c'est ton premier documentaire, ton premier long métrage documentaire. Ouais. Tu l'as produit avec ton collectif de cinéastes iraniens, enfin en Ouais. Iran, entre l'Iran et toute l'Europe. Ouais. Est-ce que tu voudrais peut-être, pour les téléspectateurs, si j'ose dire, festivaliers en ligne, notre cher public, présenter en quelques mots ce film qu'ils vont découvrir? Voilà, donc Des Silhouettes, c'est mon premier long métrage. Donc je suis contente de le présenter à la première fois, parce qu'il y a beaucoup de premières fois avec ce film. Et j'avais 27 ans quand j'ai commencé la production de ce film. Et aujourd'hui, quand je le présente, j'ai 32 ans. Donc ça veut dire que c'est un film qui est le fruit d'un long chemin de travail, aussi collectif, et c'est quelque chose qui est très très cher pour moi. Donc je suis très contente de le présenter ce soir ici en France, parce que une grande partie de mon parcours cinématographique aussi s'est fait en France, parce que j'ai fait une partie de mes études ici. Donc je suis contente que grâce à votre festival, le public français puisse le voir, et j'ai hâte d'en discuter avec vous après le film. Alors, je vais un peu ouvrir le débat avec une question très simple parce que qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, mais pourquoi ce titre The Silhouettes? Alors, déjà bravo Vincent pour avoir regardé le film pour 3e fois. C'est normal. Des silhouettes. En fait, quand je développais le projet, en fait, la raison pour laquelle j'ai développé ce projet, c'est que les Afghans en Iran, et j'ai l'impression que la seconde classe dans toutes les sociétés, sont toujours définis par tout ce qui est les clichés et les stigmas. Mm-hmm. On n'essaye pas forcément, en tant que la société dote, on n'essaye pas vraiment de les rencontrer d'une manière très humaine et avec une curiosité de voir qui est vraiment cette communauté, qui est vraiment cette personne que je rencontre, parce que normalement, les communautés des immigrés sont toujours
voilà, enfin, définis par les informations qu'on pense qu'on les connaît déjà et on les voit comme des silhouettes. On les voit pas forcément comme des vraies personnes, comme des vraies humaines avec des vraies histoires, comme une image qui a des couleurs, qui a des détails, qui a sa propre subtilité, sa propre délicatesse. Donc, pour moi, les Afghans en Iran, moi j'ai grandi dans un quartier où il y avait pas mal des Afghans, mais on ne se posait même pas la question qui sont-ils. On pensait que les Afghans sont que des ouvriers, sont des gens qui font tous ces petits crimes, et sont des gens qui n'ont pas assez d'éducation. Enfin, on avait l'impression qu'on les connaît, alors que quand j'ai commencé à développer ce film, j'ai compris que non, on les connaît pas assez. On connaît même pas la loi la loi qui concerne les Afghans en Iran, en fait. Donc, ils sont des silhouettes et j'ai essayé avec ce film de passer un peu à travers ce cliché, ce stigma et de voir les vrais visages de ces êtres humains, en fait, leur humanité et leur délicatesse. Et toi, en tant qu'Iranienne, du coup, tu as grandi avec cette image-là. Enfin, il y a aussi une vision qui était ancrée dans la société iranienne, qui stigmatisait cette population. Mais qu'est-ce que... Enfin, en fait, là, tu racontes aussi dans le film, enfin, on traverse un peu le temps aussi, mais il y a l'idée que les droits civiques, ils ont été peu à peu réduits. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, enfin, une contextualisation, en fait, de, par rapport au début de l'immigration jusqu'à là, l'époque récente, où il y a eu des restrictions, en fait, de plus en plus sévères? En fait, on a eu la révolution islamique en Iran en 1979, et puis la guerre en Afghanistan s'est éclatée en 1980, un an après la révolution en Iran. Et on a une frontière avec l'Afghanistan, et l'Iran et l'Afghanistan, et c'était enfin, un seul pays il y a une centaine d'années en fait. On partage la langue, on partage la religion, on partage la culture, enfin on partage beaucoup de choses, surtout avec la communauté chiite de l'Afghanistan. Donc quand la guerre avec les soviétiques s'est éclatée en Afghanistan, le leader suprême d'Iran à l'époque, Ayatollah Khomeini, pardon, lui, il a dit on ouvre les frontières, les Afghans sont nos frères, venez en Iran sans papier. Donc, 1,5 million d'Afghans sont venus en Iran, ils se sont fuis la guerre, ils sont arrivés en Iran et à l'époque, tout allait bien en fait. L'Iran était très accueillant vis-à-vis des Afghans. Mais un an après, en 1981, l'Iran et rencontrer la guerre imposée par l'Irak, qui était très soutenue par l'Occident aussi, et un pays qui venait d'avoir une révolution est entré aussi dans une guerre. Donc la situation économique de l'Iran a commencé de s'empirer. Et puis quand il y a des crises, normalement, c'est la minorité, c'est la communauté la plus faible qui est en fait le victime de la crise. Donc, on s'est tourné vers les Afghans. Donc, on arrête d'être accueillant, on arrête de leur garantir des droits civils. Et petit à petit, après la guerre, on a commencé à limiter un peu leurs droits. D'une manière que, par exemple, à l'époque, les Afghans, ils pouvaient avoir la carte au séjour à vie, alors qu'aujourd'hui, c'est les cartes au séjour temporaires. Aucun Afghan peut avoir la nationalité iranienne, même si la troisième génération qu'on voit dans le film est née et grandie en Iran, mais c'est toujours avec des cartes au séjour qu'ils vivent. Ils sont toujours appelés immigrés alors qu'ils ne se sont pas du tout déplacés, par exemple, cette deuxième et troisième génération. Et voilà, enfin, on a mis en place toutes ces limitations pour soit les encourager de retourner en Afghanistan et aussi pour bloquer les membres de la famille qui voulaient les rejoindre à travers des années. Alors que la situation en Afghanistan s'est jamais calmée. Enfin, on connaît très bien l'histoire contemporaine de l'Afghanistan et ses guerres et les interventions occidentales. Donc, ils ont quand même continué à venir en Iran et de subir une situation assez discriminatoire, mais aussi raciste, un racisme systématique qu'on voit un peu dans le film. D'accord, tu parlais de trois générations. Donc là, au début du film, il présente un peu la maison, qui est un lieu
très important qui structure le film, qui est aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il dit il y a 3 étages dans cette maison et donc il y a aussi 3 générations. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu déjà comment tu as rencontré Tagui, j'imagine, qui a été qui est un peu le personnage principal du film, et qu'est-ce qui t'a amené à justement à rencontrer la famille qu'on voit dans le film? Je contextualise un peu pourquoi j'ai décidé de faire ce film, parce que ça remonte d'une histoire un peu personnelle à moi, et comment j'étais sensibilisée un peu à ce sujet, parce que moi aussi j'étais ignorante, comme la majorité des Iraniens en Iran qui ont jamais vécu l'immigration ou l'exil. Mais quand je suis venue en France, quand j'avais 21 ans, et j'ai vécu une vie pas immigrée, enfin j'étais étudiant à l'époque et j'avais le choix de vouloir venir en France, et je viens de la classe moyenne iranienne, donc j'avais pas vraiment de problème d'un immigré. Mais quand même, le sentiment, ça reste la même chose, le sentiment de vivre dans un pays où tu n'es pas forcément reçu comme les citoyens de première classe. C'est des sentiments, je pense, assez partagés un peu partout pour tous les immigrés. Donc, j'étais un peu sensibilisée à ce sujet, et je me suis dit, OK, cette communauté d'Afghans qui vit en Iran depuis une quarantaine d'années, qui vit cette expérience beaucoup plus grave que moi, doit avoir pas mal d'histoires à raconter. Donc, je me suis intéressée plus à la deuxième génération qui était à mon âge. Tari a exactement mon âge, il est 3 mois plus jeune que moi. Et je me suis dit, donc cette génération qui est née et grandie en Iran, comment ils subissent la discrimination en Iran, et c'est quoi leur rêve en fait? Parce que moi, je suis partie en France parce que je voulais un peu vivre dans une autre société, de suivre mes rêves, d'être une réalisatrice et tout. Et comment eux, ils font en fait, avec toutes ces restrictions. Donc, je suis allée à l'université de Téhéran pour rencontrer la communauté étudiante d'Afghans, qui est très très petite, parce que comme on voit dans le film, les Afghans, ils confrontent pas mal de difficultés pour poursuivre leurs études. Et c'est là que j'ai rencontré Tari, et je voulais faire un film avec des étudiants en fait, avec cette communauté d'étudiants. Et là, quand il m'a fait rencontrer sa famille, je me suis dit, ah non, c'est cette famille, et c'est leur histoire, et cette maison qui est beaucoup plus intéressante que la communauté étudiante. Et à travers cette maison, qui a une architecture assez intéressante aussi au niveau de cinématographique, mais aussi au niveau conceptuel, comme tu disais, par rapport à 3 étages, 3 générations, ça me parlait beaucoup. J'ai rencontré les parents, et je me suis dit, ils ne sont pas les gens que je peux oublier comme ça, hein. Le premier jour, j'ai un peu changé le projet. Je me suis dit, ils me donnent assez de grains pour planter quelque chose qui donne vie à un film qui parle de la communauté afghane en général un peu. Parce qu'on est confronté à trois différentes générations qui ont chacune a une histoire différente. Les parents, la première génération, c'est autre chose. La deuxième génération, c'est Tariq, qu'on rencontre dans le film. La troisième génération, on connaît même pas qu'est-ce que ça veut dire la discrimination. Ils sont toujours dans cette maison, ils sont toujours traités par amour, par délicatesse, et ils commencent à se poser des questions en fait, les questions qu'on rencontre aussi dans le film. Donc, c'était un magie en fait. Et même jusqu'à ce jour, je me dis, c'est le documentaire en fait. C'est que des magies. Il faut juste être ouvert, et ça vient vers toi. Et je pensais jamais que je peux avoir ce contexte pour cette terre, pour un peu contextualiser aussi la communauté afghane, et aussi de parler de l'histoire de la deuxième génération, qui était mon idée de départ. Oui, parce que cette famille, c'est un peu la partie pour le tout. C'est-à-dire que ça devient le symbole aussi de toute la communauté afghane en Iran, puisqu'il y a effectivement ces différences d'âge, et on sent vraiment la différence entre la génération des parents, qui sont très attachés à l'Iran, ils veulent pas bouger, même sortir de la maison, on a l'impression qu'ils sortent pas vraiment, qu'il y a le trajet entre l'atelier et la maison. Et, qu'on ne voit même pas d'ailleurs. Qu'on ne voit pas, ouais. D'ailleurs, on passe comme si c'était le même espace finalement. Et Tagui qui est dans une revendication, mais toujours très calme et très posée, jamais dans une confrontation violente, mais qui est vraiment dans une autre optique,
qui dit moi je suis né dans le, c'est le début, il dit je suis né dans le comme un oiseau qui serait né dans le nid d'un autre, et c'est une image assez forte, quoi, qu'on dit évidemment on se sent jamais chez soi vraiment, et on ressent bien tous ces différences de perspective et d'interprétation et de perception aussi selon les vécus, parce qu'on voit bien qu'aussi l'immigration ça a été quand même une aventure, il y a une scène qu'il évoque assez épique, et j'aurais aimé plus parler de ta mise en scène, en fait, tes intentions et la manière dont tu mènes le film, parce que tu crées des scènes justement qui permettent aussi d'évoquer tout ça, de créer ces complexités entre les personnages. Et j'aurais aimé ça, enfin voilà, pour savoir comment est-ce que tu as procédé, parce qu'on a l'impression que du coup, comme tu as rencontré Tanguy, est-ce que c'était vraiment un complice même en termes d'écriture avec lui, de penser le film avec lui, ou qu'il soit un peu ton agent dans le champ, parce que la caméra est très comment dire, objective, enfin tu n'interviens jamais, sauf au début peut-être à la photo. C'était la première. Là aussi, dans ce plan-là, il y a cette relation quand même qui se noue. On sent que du coup, tu es vraiment lié à cette famille, que tu as passé du temps avec eux. Enfin voilà, tu peux nous raconter un peu comment tu as procédé, peut-être avec Tanguy, avec Zara aussi, j'imagine, sa sœur, qui est aussi la génération qui est la tienne. Un peu plus jeune, mais plus ou moins. Oui, le mot complice, je pense que c'est un beau mot. Parce que quand j'ai rencontré Tari et quand je lui ai parlé un peu de ce projet, et aussi un peu de mon histoire et pourquoi je voulais faire ce film, lui, il était très partant. Lui, en tant que quelqu'un qui n'a vraiment pas eu l'occasion de parler de sa vie et leur souffrance et tout à la communauté iranienne, pour lui, c'était important de aussi regarder ce film comme un médium qui puisse faire passer son message aussi à cette communauté, parce que lui, c'est aussi quelqu'un qui est très éduqué, très sophistiqué dans la société, mais il est vraiment pas intégré dans la société iranienne non plus. Enfin, il n'a pas des amis iraniens. Donc, il pensait que c'est aussi son projet, et donc on discutait beaucoup. On partageait beaucoup, et lui, il m'avait déjà parlé du point de vue de ses parents, par exemple, et je savais plus ou moins qui dans cette maison pense quoi, et même en fait, cette idée de renforcer la dramaturgie à travers le conflit qui existait, pas conflit, plutôt par la différence de point de vue qui existait entre les parents et la deuxième génération, c'était lui aussi qui m'a aidé à pouvoir renforcer ça. Donc, on en parlait toujours, et j'essayais aussi de provoquer les scènes à travers lui. Donc, quand il y avait quelque chose que je voulais qu'un débat, par exemple, se représente dans une certaine scène, c'était lui qui le provoquait, ou même sa sœur, parce qu'il faisait partie des discussions qu'ils avaient toujours à la maison. Par exemple, il me disait, l'autre soir, mon père, il a parlé de ceci et c'est ça, ceci et celle-là, et je lui disais, peut-être qu'on peut continuer ce débat, et je viens filmer. Et lui, il provoquait, et ça a continué, parce que c'était quelque chose qui était toujours dans cette maison, mais comme on voit dans le film, de manière assez indirecte, assez symbolique, parce que c'est aussi quelque chose de très culturel aussi. Tu disais tout à l'heure par rapport au fait que lui, il ne confronte pas violemment. C'est pas juste lui, c'est aussi la culture. Enfin, pour nous, c'est peut-être qu'on s'attendrait plus à un conflit très... Non, mais dans cette culture, c'est... Déjà, il y a une hiérarchie. Tu ne parles pas fort devant tes parents. C'est très important d'être assez poli et tout. Mais aussi, on ne parle pas très direct, en fait. Même si on a des opinions très opposées, on ne verbalise pas de manière qui peut être très franc et très directe. Donc, c'est quelque chose que pour moi, c'était assez intéressant, parce que ça rentrait assez bien dans mon style aussi. Je voulais des choses qui passent un peu par des métaphores et par non-dits. Et je pense que ça allait bien avec, avec ce point culturel. Mais oui, au niveau de l'écriture aussi, si je me permets de parler par exemple de voix off dans le film, la première partie où la voix off contextualise un peu la situation, déjà avec mon mentor, on avait pas mal de problèmes, parce que c'était quelque chose que je voulais pas vraiment essayer, je voulais vraiment rester dans quelque chose d'assez abstrait. Mais bon, je savais aussi, il m'a fait convaincre que c'est quelque chose qui est assez inconnu
enfin, en dehors de l'Iran, donc il faut vraiment essayer de donner assez de contexte pour les spectateurs étrangers. Ça, c'est une partie que j'ai écrite. Le reste, à partir du moment qu'il décide de commencer, il décide d'aller en Afghanistan, ça c'est son journal intime. Et on a un peu, comment dire, on a un peu changé avec le mentor, mais aussi avec lui. Enfin, on écrivait, on envoyait à lui, il me disait, non, c'est pas un mot que j'utilise, c'est plutôt ce mot-là en fait. Donc même pour écriture la voix off, voilà, une partie c'est ça, un journal intime, et une grande partie était aussi écrit avec lui. Donc le début de la voix off, c'est vraiment toi qui l'avais écrite. Mais c'est lui qui la prononce, qui l'a... Oui, bien Ouais. sûr. On l'a écrit, on a donné à lui, et lui, même avec Hoda, on a écrit avec Hoda, on envoyait à lui-même, et lui, par exemple, parfois, il changeait des mots pour des choses qui sont plus faciles pour lui, et c'est dans sa langage à lui qui peut rentrer. J'ai des petites questions qui commencent à arriver. Merci pour votre beau film. Donc, Reza Saïdad, excuse-moi si j'égorge ton nom. Le tournage a duré combien de temps? L'équipe de tournage a été composée de combien de personnes? Donc le tournage, j'ai commencé en décembre 2015 et j'ai fini en décembre 2018, donc exactement 3 ans. C'est intéressant, j'ai commencé le 28 décembre et j'ai fini le 28 décembre. Et puis l'équipe de tournage, on était 2. Donc c'était moi à la caméra et c'était une personne, Hassan Nouri, qui était l'ingénieur du son, qui était aussi afghan, donc parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Ouais. Mais parfois, même lui, il n'était pas là. Par exemple, la scène à la télé où il y a l'attentat, j'étais toute seule. Il y avait pas mal de fois que j'étais toute seule. Donc je pense que ça jouait beaucoup parce qu'il y avait pas mal de scènes intimes à la maison, surtout avec des femmes. Culturellement aussi, c'était plus confortable pour eux que je sois toute seule, aussi une femme, pour qu'elle se sentent à l'aise, quoi. Ouais, bien sûr. Je voulais pas avoir d'autres personnes, mais c'est aussi un peu dans ma façon de travailler aussi. Normalement, j'y vais soit toute seule, soit juste avec une seule personne. Alors, j'ai une autre question de la même personne. Pouvez-vous nous parler des réactions des spectateurs iraniens devant le film? Donc le film, je l'ai montré il y a 2 mois en Iran. Et je veux dire, si Covid a fait une chose qui était pas mal, au moins pour moi, même si je l'ai chopé et que j'étais très malade, c'était le fait que le film était en ligne en Iran, en fait. Donc partout en Iran, on a pu le voir pendant un festival en mois de décembre. D'accord. Alors que si c'était l'année dernière, on leur avoue 500 personnes dans un festival réservé aux gens qui vont au festival. Donc j'étais très contente qu'on l'avoue. Normalement, les gens qui n'aiment pas le film, ils ne te disent pas. Donc j'ai reçu que des messages positifs. À l'époque, j'étais très malade avec Corona. Je me réveillais tous les matins et j'avais mon Instagram, mon Facebook, et des messages des inconnus qui me parlaient du film, qui étaient touchés, qui m'envoyaient même des captures d'écran avec les scènes qu'ils aimaient. Donc j'étais très, très touchée. J'étais vraiment très contente parce que ce film, mon premier spectateur, c'est des Iraniens. Parce que je sais de quel point on est ignorant de cette communauté. Et c'est très important pour moi de pas forcément rationaliser, pas forcément donner des leçons sur qu'est-ce qui est racisme, discrimination, machin, ou je sais pas, la loi. C'était important de juste sentir, d'être un peu touché par leur délicatesse, par leur humanité, par leur rire, par leurs larmes, par tout ce qui est vraiment tous ces petits gestes qui nous approchent humainement, quoi. Enfin, aussi simple que ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont été touchés, ça me touchait tellement que je me disais, bon, peut-être que c'est pas assez parce que moi, je pense que la situation des Afghans en Iran, c'est tellement difficile que c'est prétentieuse de dire que j'ai fait ce film, je suis content. J'ai pas changé les idées, mais au moins, je pense que les gens qui ont réagi, ils étaient touchés. Donc, j'espère que ça peut aussi aider que petit à petit, ça peut aussi influencer la loi et tout, mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Mais je pense que ça commence par la culture déjà. Le racisme, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre culture en Iran et un peu partout dans le monde, mais avec des degrés différents, que ça peut commencer, je pense, que culturellement d'abord, et puis on peut mobiliser pour changer la loi.
Et sur mon la disque. communauté afghane a vu aussi le film. Enfin, Ouais. Tari lui a pu aussi faire des projections et Bah, en en fait, parler. c'est juste les Afghans en Iran qui ont vu le film. Donc, malheureusement, jusqu'à Ouais. aujourd'hui, pas en Afghanistan. Je serais très curieuse de le montrer aussi en Afghanistan. Mhm. Mais c'était plutôt les Afghans en Iran, ouais. Et oui, c'était positif, heureusement, ouais. Alors, il y a Jean-Baptiste qui dit bravo pour la place et la distance que tu as trouvée. Donc ça revient aussi à la question de la caméra. De toi, comment tu as fait pour justement avoir cette distance, en fait, on voit que tu te regardes même plus la caméra. Enfin, il y a plus de, il y a une habitude qui s'est créée quand même dans ces 3 ans de tournage. Et comment est-ce que toi, tu as construit ça avec eux et par rapport notamment au père, parce que je pense que c'est quand même un personnage très mutique. Enfin, en tout cas, il ne parle pas énormément, même s'il est très comment dire, lumineux. Notamment quand il y a la séquence où il voit sa famille à travers l'écran. Parce que du coup, on imagine que, comme on parlait de Tariq tout à l'heure, que c'était un peu ton complice, mais à un moment donné, comme il va quand même 4 mois à Kaboul, toi, tu as décidé de rester avec la famille. Donc ça, c'était aussi un choix, parce que j'imagine que tu savais qu'il allait partir, de ne pas aller avec lui. Ouais. Tu as décidé de rester avec la famille. Comment est-ce que ça s'est construit et puis pour t'es venue tourner toute seule, enfin entre guillemets, sans lui, quoi. Donc c'était aussi une volonté, une intention de réalisation. D'abord, au niveau de distance, je peux dire que faire un documentaire, surtout le documentaire enfin, où l'histoire se passe pendant longue durée, ce qui est important, c'est vraiment la confiance et les rencontres humaines. Donc, moi, j'ai pas eu beaucoup de rush, hein. Ces 3 ans de tournage, j'ai même pas 90 heures de rush. C'est pas beaucoup pour 3 ans. J'y allais beaucoup, mais je filmais pas forcément tout le temps. Ou je filmais que 1 heure, 2 heures par jour, enfin 1 heure, 2 heures par séance de tournage en fait. Déjà parce que c'était 4K et j'avais pas beaucoup de cartes. J'étais très consciente. Et en plus, je savais que je peux pas trop tourner parce que je monte aussi et j'aime pas être face à beaucoup de rush. Donc, je tournais petit et je passais beaucoup de temps avec eux. Et on parlait beaucoup. Et pour eux, déjà, le fait que je vivais aussi en étranger moi-même et on avait beaucoup d'histoires à se partager. Ils demandaient beaucoup de questions sur la France, beaucoup de questions sur mes expériences et tout. Donc ça nous a tellement rapprochés que la caméra était à côté de moi. Si c'était allumé ou pas, pour eux, c'était la même chose, comme si la caméra faisait partie de mon corps. Bien Comme sûr. si, et c'était aussi un GH4, un petit caméra qui fait pas vraiment grand chose. Enfin, c'est pas genre tournage, on n'est pas face aux lumières et tout. Donc pour eux, à un moment donné, ils ont commencé à oublier la caméra. Et c'est pas juste le père, c'est aussi les enfants. Les enfants, au début, ils regardaient que la caméra, en fait. J'ai des premières scènes que je ne peux pas du tout utiliser parce qu'ils étaient très conscients. Mhm. Mais quelques jours de tournage passent, ils ne le voient plus. Mhm. Donc, l'amitié, c'est importante. Confiance, c'est importante. Comment tu réagis avec la caméra, c'est important. C'était toujours sur le trépied avec un peu de distance. J'allais pas trop proche. J'allais pas vraiment dans leur espace très, très intime. Et petit à petit, eux aussi, ils ont pris l'habitude de ma présence et de mon caméra. Et parfois, quand j'y allais pas, même j'avais des coups de fil. Où es-tu? Bah, viens, on va manger ensemble parce que tu filmes quelques scènes que tu veux. Et donc, ça me donnait assez de liberté de garder cette distance et d'être assez caché, en fait. Ouais, parce que je trouve que le film il est très maîtrisé et il y a une écriture qui est très précise. On a l'impression que tu sais exactement. Enfin, les scènes qui sont dans le film sont à chaque fois évoquent un aspect de l'histoire et ça fait avancer à chaque fois la dramaturgie, comme tu disais. Donc il y a quelque chose qui est très. Comme tu dis, t'as pas beaucoup d'heures de rush, t'as pas beaucoup de tournées finalement. Tu avais quand même des idées précises de ce que tu allais tourner, de ce que tu voyais un peu tes images au fur et à mesure, et dire tiens, bah ça, il faut que je parle de ça à un moment et je vais tourner cette scène du coup en conséquence. J'écrivais beaucoup. Parce que déjà, pour trouver des financements, il faut écrire. Oui. Il faut écrire des Mhm. dossiers. Et comme on produisait le film nous-mêmes, on envoyait le dossier partout dans le monde, pas en France. J'ai jamais essayé la France, parce que c'est différent, l'écriture en France, enfin l'écriture pour les dossiers de financement. J'écrivais beaucoup et écrire, ça m'a beaucoup aidé d'imaginer qu'est-ce que je veux en fait. Au niveau de la langage, je savais plus ou moins au début, mais au niveau de récit et comment le récit va s'avancer dans le temps, et c'est juste l'écriture qui m'a aidé d'imaginer des scènes en fait.
Donc, si Tari, il va à Kaboul, je sais que je dois être là la veille de son départ. Je sais que je dois être là le lendemain. Je sais que s'il y a une première connexion avec Tari, il faut que je sois là. Si Tari va à une manifestation et qui sera filmée, je dois être là. S'il vient, je dois être là. Donc, toutes ces scènes, j'imaginais avant, mais le documentaire, c'est aussi être assez ouvert pour s'adapter aussi. Donc, il y avait pas mal de choses qui étaient complètement imprévues, et c'est ça le magie. Et il faut être assez ouvert pour réagir dans le temps, aussi pour les scènes, mais aussi quand je suis dans la scène, en fait. Je suis ici et je te filme, il faut que je réagisse assez rapidement, en fait. Je te filme, et en même temps, il faut que je pense à montage. Et il faut que je pense qu'est-ce que cette scène veut dire. Finalement, c'est quoi le sens de cette scène. Et s'il y a des petits symboles, il faut que je les trouve, en fait. Et je les filme et je l'utilise après. Donc, j'écrivais beaucoup, ça veut dire que je pensais beaucoup, mais en même temps, j'essayais de garder aussi un peu mon intuition et de garder aussi un peu mon instinct pour pouvoir réagir assez rapidement. Alors j'ai une question qui vit. Il dit à un moment le père dit qu'il ne s'attendait pas après 30 ans de vie sur le territoire à ce que leurs droits soient restreints. De quoi parle-t-il? Y a-t-il eu un changement des droits des immigrés afghans ces derniers temps? Voilà, on l'a déjà un peu expliqué, mais peut-être tu peux préciser. Est-ce qu'on parle du moment où il parle avec Tari, où il montre ses photos et sa carte, ou est-ce qu'on parle du moment où il parle avec la maman Bah, j'ai l'impression qu'il en parle à la fin, oui. avec Tari, quand il parle avec Tari? Non, il savait toujours en fait, mais je pense que cette scène pour moi c'est important parce que finalement Tari et son père, ils se discutent, ils se regardent, et le père aussi il dit que oui au début moi je défendais beaucoup l'Iran, mais c'est vrai que la vérité c'est que je suis consciente qu'on est venu en Iran et c'était pas comme on en pensait en fait. Mhm. Donc c'est pas que les règles sont tout d'un coup changées, c'est juste que lui il est voilà, il confie à Tari. Enfin, finalement, il veut lui dire que lui, il est conscient aussi de ses choix et lui, il est aussi conscient de, par exemple, s'il allait ailleurs, peut-être que c'était mieux. Parce que Tari aussi, il est à l'écoute. Au début, quand il parle de cette histoire de mariage, quand Tari il veut partir, il se regarde même pas. Tari, il a un visage assez arrogant et tout. Le père aussi, il se parle pas, il s'écoute pas. Mais quand Tari, il fait ce voyage, il revient et on voit tous ces changements. On voit qu'il est à l'écoute. Il écoute son père, il écoute son frère, il écoute voilà, le petit enfant. Lui, il a un regard. Enfin, lui, maintenant, il cherche exactement qu'est-ce que sa famille aussi subit. Donc, il y a l'espace pour discuter, pour parler, pour voilà, être tranquille, à aussi accepter ses torts et aussi... Parce qu'il dit le père, à un moment, ça fait 25 ans, enfin 35 ans. 35 ans qu'on est là, il faudrait peut-être tout vendre, etc. Tout d'un coup, il y a cette parole qui est un peu en contradictoire Oui, avec c'était un avant. peu la nostalgie qui remontait après le départ d'Otari, parce que c'était pas juste cette vidéo qu'on voit dans le film. Mhm. Il parlait toujours avec la famille en Ouais. Afghanistan à travers lui. Mais aussi, il y avait d'autres histoires qui sont passées qui n'ont pas dans le film. Par exemple, Mhm. le frère de Tari, la veille, il était arrêté par la police. Il était victime d'un harcèlement. euh, d'un Iranien, mais la police a pris le côté de l'Iranien et même l'arrêté et tout. Et le père, il était appelé pour aller au commissariat et tout. Et quand je l'ai filmé, il était complètement fâché, quoi, genre, c'est bon, enfin, on y va, quoi. Mais bon, c'est une scène que Ah, d'accord. voilà, j'ai pas Mhm. mis dans le film parce que ça rentrait pas, en fait. Ouais, ouais. C'était un peu trop fort Mhm. comparé à d'autres scènes que j'ai dans le film. Jean-Baptiste qui redemande, on l'a déjà un peu dit, mais la rencontre avec la famille, bon, on l'a déjà dit. Tu as rencontré Tari à la faculté en Iran, des étudiants afghans, et ensuite la famille. Je t'invite à réécouter le début, Jean-Baptiste. Dès demain, ce sera disponible. Est-ce que vous avez des questions, peut-être un peu les quelques rares personnes qui sont là avec nous? Oui, dis-moi. Dans le film, il y a beaucoup justement de chants contre chants. Donc le film est très construit, il y a beaucoup de chants contre chants, et on sent que c'est très bien monté. Ça recoupe ce qu'on disait au début sur ce sentiment de maîtrise décrite dans l'écriture. Et qu'est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la mise en scène? C'est ça que tu... Ouais, au sein des
au, Aussi la partie technique, tu veux dire? au sein des scènes, de la construction des axes, de la mise en scène. Ouais. au sens de la mise en scène vraiment de chaque scène. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais un peu décrire ton travail de mise en scène documentaire? Donc, c'est une question qu'on me demande pas mal. On m'a même demandé si je filme avec 2 caméras, par exemple, en même temps. Non, Ouais, c'est comme quoi. juste le fait que je suis monteuse à la base. Donc, quand je filme, je pense beaucoup au montage. Et je m'intéresse beaucoup aux détails. J'aime pas trop filmer en plein large, qui a sa beauté, hein, pour donner un peu de temps aux actions de se développer durant le temps. Mais pour moi, c'est important d'avoir les détails. Et quand je filme, je suis très consciente de montage. Je suis très consciente des réactions. Et si c'est une scène de discussion entre la famille, par exemple, la scène de l'attentat, par exemple, quand on regarde la télé, en vérité, ça a duré 2 heures, par exemple. On a regardé la télé, on a discuté, on se donnait des réactions. Et je filmais. Et quand je filmais, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'en ai assez pour le corps de cette scène. Et là, il me faut toutes ces réactions, en fait. Donc, je cherchais des réactions. Par exemple, la réaction avec la main, Oui. c'est quelque chose que j'ai Et filmé la 1 heure bague aussi. après. Voilà, la bague, Mhm. c'est quelque chose que j'ai filmé 1 heure après la nouvelle de l'attentat et tout. Donc, mais je suis assez rapide à changer aussi ma place et je pense tout le temps, en fait, au montage. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup les gros plans, surtout quand je filme des gens. Donc, je regarde la personne qui est là avec la caméra, mais j'ai aussi mon œil sur l'autre. Mais pour te dire la vérité, je pense que quand on est à la caméra, il faut aussi penser beaucoup au montage. C'est quelque chose que je fais et ça me donne assez de la liberté quand je monte le film parce qu'après, j'ai assez de matière. Et j'ai pas trop peur de ne pas filmer celle ou celui qui parle, en fait. Et dans le film, on a pas mal de dialogues qui sont hors champ. C'est aussi parce que j'ai pas filmé la personne qui parlait, parce que je me suis intéressée plus à la réaction de la personne, par exemple. Donc, j'ai pas trop peur de ça. Et si je filme quelqu'un et que l'autre parle, je change pas forcément rapidement sur celle qui parle. Et je pense que quand on est à la caméra de documentaire, c'est bien de se donner aussi un peu de patience, d'être patient et de faire confiance aussi à ce qu'on veut raconter. C'est quelque chose que, par exemple, j'ai pas eu quand je faisais mon premier film. C'est quelque chose qui arrive, je pense, petit à petit. Voilà. Alors, Et je pense que vous n'étiez pas là quand on en a parlé. On en a parlé au Ouais. tout début du titre, donc j'ai une question. Enfin, il y a 2 questions de 2 personnes différentes, mais peut-être qu'on peut un peu les grouper. Enfin, avez-vous envisagé de suivre plus Zahra pour voir sa vie dans la société iranienne en tant que femme afghane? Et après, peut-être une question sur les futurs projets. Peut-être que ça peut, je sais pas, éventuellement se Oui, recouper. ouais. Non, c'est vrai que Zahra, c'est un personnage qui m'intéressait beaucoup pendant tout le tournage et j'ai aussi filmé aussi tout sa parcours pour aller jusqu'à la fac, en fait, parce qu'elle Ouais. a eu pas mal de problèmes aussi pour entrer voilà, pour commencer ses études de médecine, qui est très difficile en Iran, en fait. Chapeau pour Zahra, elle a fait vraiment beaucoup d'études et beaucoup de difficultés. J'ai aussi filmé un peu sa parcours, mais à un moment donné, pendant le montage, on a compris que ça rentre pas vraiment dans le film. C'était une autre histoire et voilà, ça rentre pas dans le récit. Mais le futur projet, c'est un projet que je développe avec les 2 petites filles dans la même D'accord. maison. Ouais. Mariam, celle qui était expulsée de l'école, et la petite qui parle de rouge à lèvres. Aussi accompagnée par Zahra, parce que les deux sont vraiment un peu sous l'éducation de Zahra, qui finit ses études bientôt. Donc, c'est un projet que je commence ce printemps, Inch'Allah. Je vais faire les premiers tournages si les frontières sont ouvertes. C'est un projet documentaire, hein, Aussi ou que ça documentaire, reste. ouais. Ok. Ouais, mais Ça- un court-métrage. D'accord. Mm. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ou voir sur les chats, mais un dernier mot peut-être que tu voudrais ajouter? Dernièrement, peut-être, j'aimerais bien dire que pour moi, finalement, ce film, euh, c'est pas, c'est pas sur le racisme, c'est pas sur la discrimination, c'est sur la force de collectivité.
et sur la communauté, ce que par exemple vous dans ce festival ou l'extérieur, c'est très très bien, ce qui me touche beaucoup depuis que je suis ici à Marseille. Et, et je pense que c'est très important. J'étais toujours très émue par la force mentale de cette famille, par leur dignité et de la façon qu'ils subissaient les problèmes en Iran, mais ils restaient toujours assez dignes et ils étaient des gens très très forts. Et c'est pas quelque chose que j'ai créé dans ce film, moi. C'est quelque chose qui existait euh, dans cette famille de manière très authentique, qui me touche même quand j'en parle maintenant. Et je pense que tout ça vient de leur force de collectif, en fait, et de la communauté qu'ils ont créée dans cette petite maison. Et je pense que c'est quelque chose de très important qui nous aide à garder une force mentale pour toutes les communautés partout dans le monde. Et voilà, enfin, au final, peut-être que c'est l'exemple d'une famille, mais un collectif, ça veut dire pas forcément d'être une famille. La famille, c'est juste la base, en fait, d'une manière très, très traditionnelle. La Et, première cellule, ouais. voilà. Mais voilà, donc au début, je voulais que ce film soit sur la discrimination, mais finalement, quand je l'ai fini, j'ai compris que j'étais vraiment émue et impressionnée par leur force. Et, et c'est ça qui est humain, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'on doit essayer de renforcer, même pendant cette période très difficile de Covid, qu'on est encouragé de rester distante et tout. Donc, oui, c'est ça le dernier mot. Oui, c'est ça aussi qui nous a touchés quand on a découvert le film, c'est qu'il y a quelque chose c'est une situation très contextuelle, mais très précise, et qui en fait parle aussi à nous, parce que ces situations-là en France... évidemment qu'il y en a beaucoup, enfin, je veux dire, des communautés qui sont stigmatisées, le racisme qui est voilà, universel, donc ce sont des thématiques qui nous touchent aussi très fort. Donc merci beaucoup pour ce film et pour ce regard Afsané, et j'espère que le film aura encore une longue vie malgré des séances en présence. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment eu de séance, à part peut-être un peu cette semaine au Beaumet, avec la séance, mais bon. Tout était en ligne. Ouais. J'ai vraiment pas eu de débats et de retours en face avec les spectateurs. Donc, c'est quelque chose que j'espère aussi en avoir plus au futur. Ben, on le souhaite en tout cas. Et merci à toi. Merci en tout cas de votre fidélité et de frotter votre lampe tous les soirs pour nous faire apparaître sur le mur de votre salon. On adore ça. Bonne soirée, bon samedi soir, à demain.